Bienvenue à l'affiche de ce deuxième numéro des dossiers du journal télévisé. Nous parlerons de santé, se soigner, bien se soigner, le souci de tout Ivoirien. Nous parlerons également de ces cliniques de quartier qui offrent leurs services à vil prix. Des cliniques de quartier qui n'évoluent pas dans la légalité. Du côté du ministère de la Santé, une structure a été mise sur pied pour les traquer. Nous regarderons également du côté d'un patient tout à fait spécial. Il s'agit du manioc. Un virus menace son existence. Les virologues sont en quête de solutions. Nous regarderons également du côté de l'univers de ces filles de ménage, des filles de ménage souvent abusées, livrées à elles-mêmes, qui évoluent dans un contexte purement informel. Quel avenir pour ces filles de ménage? Et enfin, la touche politique de ce deuxième numéro des dossiers du journal télévisé, le regard que nous ouvrirons sur le retour de ces ex-exilés politiques, ces ex-exilés qui ont quitté la Côte d'Ivoire au lendemain de la crise post-électorale et qui ont décidé de répondre favorablement à l'appel à la main tendue du chef de l'État, Alassane Ouattara. Des exilés qui racontent leur calvaire avec en toile de fond une maxime: on est mieux que chez soi. Merci de nous suivre. Se soigner, bien se soigner, le désir de tout Ivoirien. Dans plusieurs quartiers de la ville d'Abidjan, l'on retrouve des cliniques de quartier qui accueillent un maximum de visiteurs et qui malheureusement, selon une certaine étude, ne bénéficient pas de l'agrément du ministère de la Santé. Du côté de ce ministère, une structure a été mise sur pied pour justement traquer ces établissements qui évoluent dans l'anarchie. Il s'agit de la direction des établissements et professions sanitaires. Notre équipe de reportage a suivi cette direction dans ses mouvements sur le terrain. Un reportage de Bachil Kader, Christelle Menon. Quartier Remblai, dans la commune de Koumassi, Jean-Charles Oyourou s'apprête à prendre son service dans cette clinique. Bonsoir, Eve. Quels sont les patients qu'on a pour ce soir? Chaque jour, il reçoit en moyenne une dizaine de patients. S'il est sollicité, c'est avant tout pour le coût des prestations, 50% moins cher que dans le service public. Nous, on part sur les 3 examens, soit la NFS, la GE, puis le sérodéangie de Vidal à 4 000. Depuis plus de 5 ans qu'il y exerce, M. Charles, comme on l'appelle ici, est devenu le docteur du quartier. Le médecin, c'est quelqu'un de bien. Souvent, quand moi je viens me soigner ici, puis il n'est pas là, je demande d'attendre M. Charles d'abord. Parce que quand il vient, les médicaments qu'il me prescrit, c'est vraiment, ça va bien. Ça va, raison pour laquelle il a conseillé mon petit frère même de l'envoyer ici. On compte 2000 établissements sanitaires privés sur tout le territoire ivoirien. Les plus grands ont pignon sur rue, mais la majorité se trouve à l'intérieur des quartiers. Et ces derniers ne font pas que soigner les patients. Alors que la pratique est interdite par la loi, sauf sous certaines conditions, nous avons réussi à prendre rendez-vous pour une interruption volontaire de grossesse dans cette clinique. Pour vous montrer que prochainement, il faut calculer. Maintenant, les 2 mois, nous quand on fait là, elle est médicament. Elle est médicament, ça fait 35 minutes. Elle est médicament, les spécifiques qu'on donne. Les spécifiques qu'on lui donne. Elle continue, elle fait le spécifique que demain, je dis, soit malade. Mais si vous devez faire une machine, demain, je vais vous voir. Donc, c'est là. En Côte d'Ivoire, 4 femmes enceintes sur 10 ont recours à une IVG. Pour prévenir ces interruptions volontaires de grossesse et bien d'autres risques sanitaires, un organe du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est en charge de contrôler ces cliniques. Ce matin, la direction des établissements et professions sanitaires DEPS organise une descente au quartier Djekonan dans la commune de Koumassi. Dans cette insalubrité déconcertante, exerce du personnel sans qualification reconnue. Des anges de la mort en blouse blanche. Vous avez fait la formation de la Croix-Rouge. Ok, donc ça veut dire que vous n'avez pas le diplôme de l'INFAS. Ce sont les infirmières diplômées d'État de l'INFAS qui doivent exercer la profession d'infirmière ici, en Côte d'Ivoire. La sentence est sans appel. En conclusion, nous disons que cet établissement-là va être fermé. Du personnel non qualifié, pire, des établissements ouverts sans agrément. À Angré, l'équipe de contrôle débarque dans un cabinet dentaire qui exerce depuis 1 an sans autorisation. Les échanges sont houleux. Reste tranquille. Non. Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Une demande introduite ne signifie pas qu'elle est acceptée. Vous avez fait la demande. La demande peut être acceptée ou refusée. Dans le cadre de la demande, c'est le docteur Kouassi qui a fait la demande en tant que chirurgien dentiste. Il est où? Oui, il n'est pas encore. Parce que c'est les jeudis, il vient. Bon, d'accord. Donc, il n'est même pas résident. Vous voyez, il y a plusieurs fautes. Hein. Compte tenu de ces points-là, nous allons revenir avec un avis de fermeture et avec tout ce qu'il faut. Mais Dans cette clinique, le garant médical est ivoirien. Le garant des actes médicaux, c'est le praticien à qui le ministère de la Santé attribue l'autorisation. Il a l'obligation d'être résident et assume la responsabilité pénale en cas d'erreur médicale. Tous les contrôles de la DEPS ne donnent pas lieu à des fermetures. Elle peut formuler des recommandations dans le cadre de visites de conformité. Avec peu de moyens, ces contrôleurs effectuent des descentes inopinées, mais également des visites sur dénonciation. 70% des cliniques privées en Côte d'Ivoire exerceraient sans autorisation. La seule commune de Yopougon abriterait 46 centres de soins illégaux. Un fléau qui jette le discrédit sur la pratique de la médecine privée en Côte d'Ivoire. Prenons le cas de la médecine chinoise. Pour exercer dans notre pays, il y a toute une procédure. Vous ne pouvez pas exercer parce que vous êtes médecin, même si vous êtes ivoirien. Il faut que le Conseil national de l'ordre des médecins vous autorise à exercer. Je suis au Conseil national de l'ordre des médecins, je n'ai jamais vu passer dans nos dossiers un dossier de médecin chinois. On ne peut pas et on ne doit pas, et ce n'est même pas pensable, exercer la médecine comme un commerce. Les infections mal soignées entraînent des résistances. Une étude sanitaire en Côte d'Ivoire rapporte leur ampleur à 39%. Je vais vous demander de respirer un peu par la bouche, tout doucement. Hein. Allez-y. Comme risque encouru, c'est le développement de certaines résistances, des résistances par rapport à certaines maladies. Vous prenez même le cas du paludisme. Un paludisme qui n'a pas été peut-être bien traité, il va être un peu résistant. C'est-à-dire que les médicaments ne seront plus efficaces. Proximité du corps médical, accessibilité des soins, mais à quel coût? L'absence d'hygiène, la pratique de soins sans autorisation et la non-qualification du personnel constituent de véritables dangers pour les populations. Une réforme des autorisations sanitaires est en cours d'élaboration. Désormais, l'autorisation d'ouverture d'un établissement sanitaire ne sera plus délivrée aux professionnels du corps médical, mais à l'établissement sanitaire en tant que personne morale. Il n'y a pas que la santé des hommes qui soit menacée, il y a également la santé du manioc, un aliment très apprécié sous nos tropiques. Un virus menace son existence. Il s'agit du virus de la mosaïque africaine du manioc. Des virologues sont à pied d'œuvre pour trouver des solutions afin d'éradiquer ce problème. Un reportage de Célestin Frodo, Francis Boiffaut. C'est la 4e culture végétale au monde. Le manioc représente la première source de calories et constitue la nourriture quotidienne de plus de 800 millions de personnes à travers le monde et 300 millions en Afrique. Au Gabon, nous mangeons le manioc comme aliment de base et qui accompagne tout ce qu'on a comme aliment. Le Burkina Faso, l'essentiel de la production effectivement de manioc est destiné à l'industrie. En Côte d'Ivoire, le manioc constitue à la fois une culture de subsistance et de rente pour les producteurs. Les produits dérivés sont multiples. Atiké, foutou, placali, farine, amidon, gari et font l'objet de commerces permettant aux ménagères de se prendre en charge. On ne peut pas attirer là 2 fois dans la semaine. Si on a attiré au toit, si c'est bien plein, souvent on peut sortir au moins 40 000, soit 50 000. Si ce n'est pas bien plein, 30 000. Source de revenus, l'Afrique de l'Ouest produit 30,8% du manioc dans le monde selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, soit plus de la moitié de la production du continent africain, 56,4%. Mais pour combien de temps? Les experts, virologues et sélectionneurs du manioc s'accordent à dire que la production pourrait considérablement baisser les années à venir à cause du virus de la mosaïque africaine du manioc. En Côte d'Ivoire, les chercheurs du Centre national de recherche agronomique CNRA travaillent avec cette productrice. Hortense Aoukwadio, la quarantaine révolue, est originaire de Lokassou, village situé à 10 km de Bouaké dans la région de Gbeke. Elle nous emmène visiter un de ses champs à 1 km de son village. Hortense ne s'y était pas rendue depuis 2 semaines parce que, découragée par la propagation du virus de la mosaïque africaine du manioc. Ça, c'est déjà attaqué. Donc, c'est en train de contaminer ça là. La majorité est contaminée. Et c'est toutes les variétés aussi. Il y a un baïbo.
Vraiment, ça nous décourage. Ouais, ça fait beaucoup longtemps que ces genres de trucs-là nous fatiguent. Or que c'est le manioc qu'on prend pour faire tous nos besoins. Avec cette maladie, Hortense pourrait se retrouver avec moins de la moitié de sa production habituelle, 10 tonnes à l'hectare. Les virologues et sélectionneurs du CNRA basés à Bouaké se disent préoccupés par la présence du virus. On reconnaît les feuilles au niveau de la lème. On voit qu'ici, il y a des taches sur la lème et un rétrécissement au niveau de la lème, ce qui est différent des feuilles normales. Vous voyez un peu cette parcelle qui est complètement attaquée par la mosaïque africaine et pratiquement tous les plants sont rabougris. Elles ne peuvent pas grandir, du coup ne peuvent pas donner les racines tubereuses qu'il faut. Les pertes de production et de rendement vont jusqu'à de 20 à 90% dans les cas graves. Estimée à plus de 5 millions de tonnes en 2016, la production de manioc de la Côte d'Ivoire pourrait baisser. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui exporte énormément de pâtes de manioc, qui, par exemple, ne serait-ce que pour le Burkina, est estimé à 12 milliards de francs. Imaginez une baisse de production au niveau de la Côte d'Ivoire, ça affecte non seulement cette exportation-là, donc par ricochet toute la chaîne d'emploi que cela affecte. Les sélectionneurs ivoiriens en sont conscients. Ils multiplient les recherches. À ce jour, on a mis au point plusieurs variétés. La dernière série qui a été mise au point depuis 2008 jusqu'à présent, il y en a 8. Alors cette série est dénommée beaucoup. L'ensemble de ces variétés résistent aux maladies et ravageurs. Ce sont des variétés qui sont très productives. Les rendements vont de 30 tonnes hectares à 40 tonnes hectares sur la station. Et en milieu paysan, lorsque le champ est bien suivi, on peut atteindre des rendements jusqu'à 30 tonnes hectares. Des variétés pour booster la production, il y en a. Seule préoccupation, le coût des boutures. Le prix retenu pour le moment des projets, c'est de 10 francs la bouture. Et comme il faut 10 000 boutures à l'hectare, cela revient à 100 000 francs l'hectare. C'est assez cher, mais disons que la recherche coûte excessivement cher aussi. Et bien ce prix ne tient pas compte du coût réel de la recherche. Donc c'est en quelque sorte c'est une subvention que le CNRA fait en vendant ses boutures à ce prix-là. Donc c'est un projet qui nous permet de faire la production de semences. La semence est cédée gratuitement aux producteurs ou à une modique somme. Même si, par des subventions, on parvient à distribuer des boutures résistantes à la mosaïque africaine du manioc, le combat contre les maladies virales du manioc continue. Un autre virus sévit en ce moment en Afrique de l'Est et pourrait atteindre la zone ouest. Il s'agit de la maladie de la suie brune du manioc, qui heureusement n'est pas encore arrivée en Côte d'Ivoire. À l'université Félix Houphouët-Boigny, précisément, dans les laboratoires du programme ouest-africain d'épidémiologie virale pour la sécurité alimentaire WAVE, on cherche déjà les solutions. Elle est beaucoup plus dévastatrice et les pertes vont de 90 à 100%. Elle attaque non seulement les feuilles, les racines, mais les tiges. Et dans les racines, nous avons des nécroses, c'est nauséabond, on ne peut rien faire avec ces racines. Donc si cette maladie arrive en Côte d'Ivoire, nous pouvons dire bye bye la Tchéquie. Si aujourd'hui nous détectons ce virus quelque part en Côte d'Ivoire, nous, en tant que WAVE, nous n'avons pas le mandat de dire quoi que ce soit à la population, nous n'avons pas le mandat de prendre des mesures pour arrêter la propagation de cette maladie. Donc il faut un système de surveillance, de veille, il faut un système d'alerte précoce, il faut un système de réponse à cette maladie. En attendant, les virologues conseillent aux producteurs d'utiliser des plantes saines de manioc pour les cultures, de détruire les plants attaqués par la mosaïque africaine de manioc. Seule mesure à ce jour pour éviter les baisses de rendement et la propagation de la maladie. Et nous quittons le cadre sanitaire pour un volet plus social. Nous faisons à présent une incursion dans l'univers des filles de ménage. Elles prennent soin de vos maisons et veillent à ce qu'elles soient propres. Des filles de ménage venues d'ici ou d'ailleurs qui évoluent pour la plupart dans un secteur purement informel. Quel avenir pour ces filles de ménage? Un dossier réalisé par Bachil Kader et Christelle Menin. 19h, Koumassi Sikoji, Bia Sud, sur une des rives de la lagune Ébriée. En face, Adjaoui. Pour rejoindre la presqu'île, chaque soir, une cinquantaine de travailleurs font la traversée à bord d'une pinasse.
À Adjaoui, les loyers sont bas, très bas, à la portée des revenus très modestes. C'est le sort de Zéya, Sita et Safi, venus de leur Burkina Faso natal et depuis 7 ans, travailleuses domestiques à Abidjan. Il y a une tante ici, elle est arrivée chez nous. Elle dit non, comme ça n'allait pas là. Elle dit si tu pouvais venir à Abidjan ici pour venir travailler. C'est là que je suis venue. Quand je suis arrivée, elle m'a dit de vendre l'eau. J'ai vendu l'eau pendant 3 années. Sans vendre l'eau, si l'argent n'est pas complet, elle commence à parler. Il y a une fille. Quand j'ai gagné ma fille, elle m'a cherché. Seule et abandonnée par le père de sa fille, Zéya se met à la recherche d'un emploi. Je suis allée chez ma camarade. Je me débrouille, j'ai trouvé un travail. C'est une femme ébriée. Qu'elles viennent du Burkina Faso ou de la Côte d'Ivoire, ces filles sont pour la plupart déscolarisées. Âgées de 15 à 30 ans, elles sont nounous, bonnes, cuisinières pour soutenir leur famille. Travailleuses domestiques, c'est le premier métier vers lequel elles se tournent. Le secteur est informel, mais de plus en plus de structures s'impliquent pour le professionnaliser. La demande est croissante et les employeurs veulent du personnel qualifié. Voici la cuisinière à gaz. Une cuisinière à gaz. OK? Voilà. Nous avons combien de feux? Nous avons 5 feux. D'accord? Et ensuite, nous avons le four. D'accord? Le four qui sert à... L'apprentissage dure 6 mois. À la clé, un diplôme. Les gens courront après vous, parce que vous allez valoir très cher. J'en suis sûre. Parce que c'est un métier qui peut bien payer. Ces centres vont jusqu'à négocier le contrat de travail de ces filles auprès des employeurs. Leur salaire varie entre 80 et 150 000 francs. C'est au-dessus du SMIC et largement au-dessus du salaire moyen pratiqué en Côte d'Ivoire. L'APDH, Action pour la défense des droits de l'homme, l'estime à 22 000 francs CFA en moyenne. Jugés dérisoires, les employeurs s'en défendent. Ce salaire ne prend pas en compte l'hébergement, la nourriture et même les soins médicaux souvent accordés à ce personnel. Mais quel est le sort de ces employés après 20 à 30 années de service? Quelle retraite espérer? La quarantaine révolue, Valérie a longtemps été travailleuse domestique. À l'époque, j'étais payée à 10 000, 15 000, 20 000, 25 000. Je ne payais pratiquement rien et très souvent, je dormais chez mes patrons. Je peux dire que, étant jeune fille, ça me suffisait. 20 ans après, son nom ne figure nulle part dans les registres de l'institution de prévoyance sociale, la CNPS. Pas déclaré, pas de pension. Valérie est obligée de travailler encore pour arrondir ses fins de mois. Avec un avenir incertain, le métier de personnel de maison expose aussi à certains abus. Horaires indéterminés, violences physiques et psychologiques, harcèlement sexuel, accusations infondées. Marie Kofi a été déférée à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan après 5 ans de service. Son employeur l'accusait de vol. Il arrive que la femme, elle dit non qu'ils l'ont volé. Ils l'ont volé pour une somme de 800 000 comment on appelle, dans son placard. Et comme c'est moi qui nettoie sa chambre, donc c'est moi qui ai pris l'argent. Maintenant, elle a une fille nièce à la maison. C'est elle maintenant. Je ne sais pas qui lui a dit. Elle tourne et puis elle s'enfuit dans mes affaires, elle fait sortir mon argent. Elle présente ça à la dame. Et elle dit que moi, il a volé, c'est moi qui ai pris l'argent de la dame. Il a bouffé et puis c'est le reste, c'est gardé. Je dis non, que ça c'est mon argent. On avait une fille ici, vraiment. Elle était comme une soeur pour nous. Parce qu'elle est venue ici, elle a fait plus de 3 ans. Mais un beau matin, elle est partie. Quand elle est partie, on a constaté que vraiment, elle a volé des pagnes. Même moi, mes pagnes, mes habits, mes pantalons, mes bodys et tout. Et quand elle est partie, elle a laissé que ses affaires ici. Quand c'est comme ça fait mal. Pour le RIDEF, Réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, il faut agir. La priorité, réglementer ce secteur. Notre stratégie, c'était qu'une loi soit initiée. Effectivement, nous avons été associés aux travaux pour qu'il y ait une proposition de loi. La proposition avait été votée en commission et nous continuons toujours le plaidoyer auprès de nos autorités parce qu'il s'agit d'une frange de la population qui est représentée, on va dire, à 90% par des femmes et des filles qui sont employées dans ce secteur. La CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, participe également à la réglementation de ce secteur. Elle mène des actions de sensibilisation pour la déclaration du personnel de maison. En le faisant, ces derniers ont droit au même traitement et prestations que le salarié ordinaire, notamment en cas d'accident de travail et de congé. 3138 gens de maison sont déclarés
contre 1 million de travailleurs domestiques à la besogne dans le district d'Abidjan. Selon l'APDH, 45% ont moins de 21 ans. Le volet politique de cette émission qui aujourd'hui ouvre une lucarne sur le retour de ces ex-exilés politiques qui ont quitté la Côte d'Ivoire au lendemain de la crise post-électorale et qui ont donc répondu à la main tendue du président Alassane Ouattara. Des ex-exilés politiques qui racontent leur calvaire avec en toile de fond un message, un adage, on est mieux que chez soi. Reportage, Traoré Zakaria, à Boussanogo. Moi je suis sorti le 22 avril. J'étais en exil au Ghana. Au plus fort de la crise post-électorale en 2011, plusieurs Ivoiriens majoritairement proches de l'ancien régime ont pris le chemin de l'exil. Évariste Yaké, Kwasundri Ferdinand connu sous le nom de Wachak Djebou, Nado Clément, tous membres de l'ex-galaxie patriotique ont fait l'expérience douloureuse de l'exil. L'exil est tellement difficile que je ne le souhaite même pas à mon ennemi. Parce que se retrouver dans un pays où votre premier adversaire, c'est la langue, vous êtes confronté à la réalité de la vie. On est mieux que chez soi. On a vu des gens qui dorment même le sol dans les camps, qui se font piquer par des serpents. On a vu des gens qui sont malades, qui sont décédés par faute de moyens. Et la solidarité n'était pas de mise. L'exil, c'est une prison. Vous arrivez dans un pays, un environnement que tu ne maîtrises pas. Il fallait s'adapter à la langue, il fallait s'adapter à la culture. Il y avait beaucoup de situations que nous ne maîtrisons pas. Donc nous avons vécu dans des conditions de précarité. Être détaché de sa femme, de ses enfants, c'est difficile. En exil, ils ne manqueront pas de le souligner, retrouver leur pays en toute quiétude était l'une de leurs préoccupations principales. Ils finissent par saisir la main tendue du président de la République, Alassane Ouattara. Les différentes démarches, les différentes délégations que le gouvernement ivoirien a menées vers les réfugiés, et les propositions du HCR et autres, nous ont amenés à comprendre qu'il est bon d'entrer ce soir. L'environnement de 2010, 2011 où nous quittions le pays, pour être très honnête, les choses avaient évolué. Et puis il y avait eu des gens par vagues progressives, il y avait des réfugiés, des exilés qui étaient retournés au pays et on a senti, on a suivi leur vie. Donc ça nous a encouragés. C'est une fois au Ghana, pendant mon exil, après son discours mémorable du président Alassane Ouattara, il a dit une phrase qui m'a touché. Le président a dit « Je tends la main à mes frères du FPI et de la LMP. » Pour moi, je venais de prendre rendez-vous avec une issue favorable de mon retour en Côte d'Ivoire. Des cadres du Front populaire ivoirien ont également répondu à cet appel. Rentrés au bercail, ils doivent faire face à leur réinsertion ou leur réintégration. Certains retrouvent leurs activités. Les fonctionnaires, notamment Kadé Bertin, reprend la craie à l'école normale supérieure. Kakoubrou, connu sous le nom de Maréchal Kabé, aujourd'hui lieutenant-colonel aux affaires maritimes. Parmi ceux qui n'étaient pas fonctionnaires, beaucoup ont repris leurs activités. On tient quand même avec quelques petites affaires que nous faisons. On essaie de tirer les choses, de tirer nos épingles du jeu. Parce que, à la réalité aussi, il faudrait que nous puissions démontrer aux gens qu'en exil, on a appris aussi des autres peuples. Nous avons créé notre société qui existe et nous avons commencé à nous battre comme tous les Ivoiriens. Mais nous sommes hommes politiques, nous sommes restés toujours dans la politique. Nous avons décidé de militer dans un parti. Et ça n'engage que moi. Je suis militant du Rassemblement des Républicains. Mais tout n'est pas rose pour les exilés de retour. Mais on ne perd pas espoir. En revenant 6 années après au pays, c'est un Ouattara qui n'a plus rien, qui retourne au pays seulement parce qu'il a cette volonté de venir recommencer sa vie, reconstituer sa vie. Et ils sont rentrés par vagues successives. Selon le ministère de l'Intérieur, 96% des Ivoiriens qui sont sortis du pays sont revenus. Cela grâce aux actions du gouvernement, notamment les missions de la ministre Maria Toukoni dans les pays limitrophes. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens rentrés d'exil s'engagent à être des ambassadeurs de la paix et de la réconciliation. Il est important que les enfants de Félix Houphouët-Boigny que nous sommes, nous puissions nous asseoir pour nous parler franchement. L'Ivoirien nouveau doit transcender son moi, son être, son orgueil pour pouvoir avancer dans les traits de l'émergence. Il faut que nous-mêmes, notre discours, le ton et puis notre façon de voir les choses change.
C'est en mettant de côté nos égos qu'on avance. Et c'est pourquoi moi j'ai décidé de revenir au pays. Lui a quitté la Côte d'Ivoire depuis 2011. L'artiste Paul Madis était proche de l'ancien régime. Ex-membre du collectif des artistes patriotes, il a mis fin à son exil. C'est un peu difficile parce qu'il y a eu un passé. Donc c'est normal que les gens se méfient. Je veux dire aux Ivoiriens que ce pays, c'est notre seul héritage. C'est notre bien commun. Si la quasi-totalité des exilés est rentrée au pays, on en retrouve encore en Afrique, en Europe, voire en Amérique. Mais l'amour du pays n'a jamais cessé de les habiter, à l'image de Hawa Stallone qui n'exclut pas un retour au pays. Ce pays ne peut que nous enseigner ce que le père fondateur Houphouët-Boigny nous a légué, la paix. C'est pour cela que nous, à notre niveau, nous essayons de multiplier toutes les actions de paix. Pour l'Afrique, bien sûr, ce n'est pas pour notre pays que nous n'allons pas le faire. Voilà. Donc moi, je les encourage à rentrer. Et nous, il faut aller à la paix. Mais bien évidemment, il faut rassurer. Il faut rassurer les Ivoiriens, il faut rassurer ceux qui sont encore hésitants. Donc nous autres, si d'autres rentrent, et que vous vous rendez compte que les autres ne sont pas rentrés, mais comprenez qu'ils ont un autre problème qu'il faille certainement régler. Nous devons pouvoir mettre tout en œuvre pour que ceux qui sont déjà en exil puissent tous rentrer. Il est important que les acteurs eux-mêmes puissent aller chercher ceux qui existent. C'est très important. Il y a des Ivoiriens partout, au Tchad, au Niger, même en Europe, il y a des exilés. Le retour au pays reste une préoccupation majeure pour le président de la République Alassane Ouattara. Il n'a d'ailleurs pas manqué de lancer un appel lors de son message à la célébration de la fête du travail. Revenir au bercail pour repartir de zéro, reprendre confiance en soi et redémarrer une nouvelle vie. L'espoir est désormais permis pour ceux qui étaient de l'autre côté de la barrière et qui aujourd'hui ont rejoint la terre natale. C'est ici que s'achève ce deuxième numéro des dossiers du journal télévisé. Merci de nous avoir suivis.